La découverte du tombeau intact de Toutankhamon fut la plus fantastique découverte archéologique de tous les temps. Et depuis, le nom de Toutankhamon est devenu tout à fait familier. Nul n'ignore le fabuleux trésor mis au jour. Mais bien plus intéressante est l'histoire de l'enfance tragique, de l'étonnante idylle et de la mort aussi soudaine que mystérieuse de ce pharaon. On est à présent en mesure de soulever le masque d'or et de connaître le vrai Toutankhamon. Toutankhamon, une mort mystérieuse. Les grands Égyptiens. Dans l'Antiquité, les Égyptiens étaient soucieux de laisser une trace de leur histoire. Ils consignaient tout par écrit. Leurs batailles, leurs prisonniers, leurs offrandes aux dieux et par-dessus tout, leurs rois. Si un Égyptien voulait impressionner un étranger avec sa civilisation, il lui suffisait de dresser la liste de ses rois. Lorsque le grand explorateur Hérodote se rendit en Égypte, il déclara « Les prêtres me firent la lecture de la liste de leurs 330 souverains. » Les Égyptiens étaient si fiers de leur longue histoire qu'ils gravaient le nom de leur roi sur les murs des temples. La liste la mieux conservée est celle qui se trouve dans le temple de Séti Ier, à Abydos. Nous nous trouvons actuellement dans la salle des anciens. Il y a de cela 3000 ans, un rituel sacré très important eut lieu à l'endroit où nous nous trouvons. Séti Ier fit la lecture du nom de ses ancêtres pour leur assurer ainsi une vie prospère dans l'au-delà. Voici Séti Ier. Et à côté de lui, ce jeune homme aux cheveux bouclés, c'est un prince qui se nomme Ramsès. Plus tard, on le connaîtra sous le nom de Ramsès le Grand. Dans sa main, il tient un rouleau de papyrus et il lit les noms qui y sont inscrits. Les noms des rois défilent. Ils vont de Ménès, fondateur de l'Égypte, jusqu'à Séti lui-même. Chaque nom est gravé dans un cartouche. C'est un peu comme si le nom du pharaon était entouré d'un lien magique. Un peu de magie protectrice n'a jamais fait de mal à personne. Au-dessus, une inscription explique de quoi il s'agit. C'est une prière pour les morts. Puisse Ptah Soukar Osiris, seigneur du tombeau dans le temple de Séti, accorder des offrandes aux rois de la haute et basse Égypte. Qu'ils obtiennent de Séti Ier, seigneur des deux terres, le pain, la bière, le vêtir, l'albâtre et tout ce dont ils ont besoin. Puis suit le nom des rois qui sont destinés ces offrandes. Voici Khéops, artisan de la Grande Pyramide. Au-dessous, Aménophis III, qui régna pendant la période faste de l'Égypte. Mais à cet endroit précis, il y a comme une anomalie. Le nom du seul roi que le monde entier connaisse n'y figure pas. Où est donc Toutankhamon? Avant de dévoiler le secret de Toutankhamon, il faut se rendre à Thèbes, l'ancienne capitale de l'Égypte, un lieu d'une richesse fabuleuse où convergeaient les tribus payées par les pays soumis du Proche-Orient et l'or venant des régions du Sud. L'Égypte était alors à son apogée, le fruit de 1000 ans de stabilité. Depuis des siècles, on vénérait les mêmes dieux. Les crues régulières du Nil qui fertilisaient les terres et les exploits militaires des pharaons assuraient une prospérité constante. Homère, le poète grec, écrit Thèbes d'Égypte où les plus grandes richesses s'entassent chez l'habitant. Thèbes où s'emportent,
Thèbes d'où peuvent surgir dans l'instant 200 soldats en armes, à cheval ou sur leurs chars. Mais au moment précis où l'Égypte était au fait de sa puissance, le pharaon Akhénaton décida d'une conversion religieuse radicale. Le souverain absolu de l'Égypte, à la fois Dieu et roi, devint un hérétique. Il décida que toutes les divinités devaient disparaître pour laisser la place à un dieu unique, Aton, le dieu solaire. Suivi de quelques fidèles, il abandonna la très glorieuse Thèbes pour créer une nouvelle capitale dans un lieu désert et sauvage à 200 km au sud du Caire actuel, aujourd'hui Tel al-Amarna. C'est là, durant la plus exceptionnelle période que connut l'Égypte ancienne au cours des 3000 ans de son histoire, que Toutankhamon vit le jour. Akhénaton commença par définir les limites de sa nouvelle capitale, en posant des stèles symboliques sur lesquelles il proclamait qu'il n'existait qu'un seul dieu, Aton, le dieu soleil. Disparus les dieux familiers que les Égyptiens vénéraient de génération en génération, oubliés Osiris, le dieu des morts, et Anubis, le dieu de la momification à tête de chacal, abandonné la déesse de la musique et de l'amour, Hathor, et Bès, le nain à tête de lion jouant du tambourin. Seul restait Aton, le disque solaire, dont les rayons étaient source de vie. C'est donc dans cette religion que Toutankhamon vit le jour. Mais Akhénaton ne s'arrêta pas là. Du jour au lendemain, l'art passa d'un style académique à un style naturaliste. Alors qu'autrefois le pharaon était représenté musclé, fort et vigoureux, Akhénaton, lui, apparut sous des traits grotesques et difformes. Jamais encore un pharaon ne s'était fait représenter de la sorte. Ses statues le montrent avec un visage émacié, des pectoraux gonflés, des cuisses surdimensionnées et des bras grêles. Même l'épouse du pharaon, la célèbre Néfertiti, était représentée avec des bras minces et un cou anormalement long. Leurs 6 filles, les princesses, étaient affublées de têtes hydrocéphales et présentaient une protubérance à l'arrière du crâne. En voyant ces statues, les premiers égyptologues eurent le pressentiment que quelque chose d'anormal s'était produit. Ce qui les surprit davantage encore fut la façon dont les membres de la famille royale étaient représentés. On les montrait dans des scènes intimes de la vie de tous les jours, en train de se toucher, de s'embrasser. Dans toute l'histoire de l'Égypte, jamais aucune famille royale n'avait été dépeinte de cette façon. Des siècles de traditions venaient d'être balayés. Akhénaton transforma également le système politique qui avait si bien réussi à l'Égypte jusque-là. Autrefois, la domination de l'Égypte sur tout le Proche-Orient reposait sur une armée puissante, conduite par le pharaon lui-même. Avec le roi à sa tête, cette armée envahissait les pays étrangers pour repousser toujours plus loin les frontières de l'Égypte. Une fois le pays conquis, l'armée revenait avec un riche butin et se contentait d'attendre le tribut annuel que devait lui envoyer chaque nouveau pays conquis. C'était un système d'une grande simplicité qui permit à l'Égypte de s'enrichir considérablement. Akhénaton se refusa à poursuivre cette politique. Cela ne l'intéressait pas, un point c'est tout. Dans sa ville, isolée de tout, il passait son temps à célébrer Aton et à s'occuper de sa famille. Akhénaton transforma le rôle politique du pharaon en un rôle essentiellement religieux. C'est à cette époque mouvementée que naquit Toutankhamon. Sur l'autre rive du fleuve, face à la cité d'Amarna, des fouilles mirent au jour une stèle qui indique que Toutankhamon était fils de pharaon. Mais duquel ?
On trouve la réponse dans une vallée éloignée où Akhenaton fit construire son tombeau. C'est ici, sur ce mur, que nous allons pouvoir trouver l'identité du vrai Toutankhamon, l'homme au masque d'or. On a du mal à en distinguer les détails, mais il comporte des indices uniques dans l'histoire de l'Égypte. Cette scène dépeint la mort d'un membre de la famille royale. Si vous arrivez à distinguer ce bébé, vous pouvez voir qu'une nourrice le porte sur la hanche. Cet homme muni d'un éventail indique qu'il s'agit d'une naissance royale. Là, c'est Akhenaton et Néfertiti. Ils sont en deuil. On les voit se jeter des poignées de sable au visage. C'est une coutume ancienne de deuil. La mort de cette princesse a permis à Jeffrey Martin, l'un des plus grands égyptologues, de faire une découverte capitale. Ce que Martin découvrit, c'est qu'une scène presque semblable figurait dans cette salle. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de la mort d'une princesse, mais de celle d'une épouse d'Akhenaton, une de ses concubines, Kiya. Martin suggère que le bébé qui vient de naître n'est autre que Toutankhamon lui-même. C'est là que l'histoire de Toutankhamon commence. Toutankhamon avait dû avoir une enfance très agréable dans cette ville, isolée de tout. En effet, les enfants étaient choyés en Égypte. Le scribe Ani conseillait de se marier jeune et d'avoir beaucoup d'enfants. Dans ses écrits, le géographe Strabon fait état de son étonnement quant au nombre d'enfants que les Égyptiens élevaient. Il pensait que la taille des familles était liée à la fertilité du sol et à la chaleur du climat. Diodore, autre explorateur d'autrefois, observa que les enfants ne coûtaient pratiquement rien à leurs parents. Petits, ils vivaient nus avec pour seul attribut un collier autour du cou pour les garçons et pour les filles un peigne dans les cheveux et une ceinture à la taille. Ils se nourrissaient de rien, de pousses de papyrus et de racines crues ou bouillies. Les jeunes enfants raffolaient des pantins articulés, comme ce chien dont on peut ouvrir et fermer la gueule pour faire apparaître les crocs. Pour les plus grands, il y avait des jeux de société et Toutankhamon les appréciait sans doute beaucoup car on en trouva 6 dans sa tombe. Comme dans notre Monopoly actuel, on déplaçait des pions sur des cases. Certaines portaient chance et d'autres non. Vous pouviez tomber sur les cases vie, prospérité, stabilité, mais vous pouviez aussi tomber dans l'eau. En tant que membre de la famille royale, on menait Toutankhamon chaque jour au temple, un temple aux couleurs vives. Là, il célébrait le culte d'Aton dans la paix et l'amour. Aucun aspect négatif ne semble lié au culte d'Aton, le dieu unique. Ce n'était pas un dieu irascible, prêt à punir les enfants désobéissants. À partir du contenu de la tombe de Toutankhamon, on peut se faire une idée de la personnalité du jeune roi. Selon toute vraisemblance, il était amateur de vin car il fut enterré avec 3 douzaines de jarres de vin fin sur lesquels était inscrit le millésime, le vignoble et le nom du négociant. Plusieurs d'entre elles portaient le sceau du domaine de Toutankhamon. Et la plupart dataient de l'an 5 de son règne, sans doute une bonne année. Enfin, seules 4 jarres contenaient du vin doux. On peut en déduire que l'enfant roi préférait le vin sec. Le peuple buvait de la bière, le vin étant réservé aux classes supérieures de la société. Ainsi, la cave à vin que Toutankhamon emporta avec lui dans l'autre monde constituait-elle un véritable trésor. Mais tout ceci n'est qu'une piètre consolation face aux tragédies qui frappèrent le jeune roi. Pendant l'enfance de Toutankhamon, vivait à la cour un homme ambitieux et fourbe, Haï. Son tombeau est taillé dans les falaises, à l'est d'Amarna. Voici notre homme, la main levée dans un geste de prière. Il est donc en train de prier l'unique dieu autorisé, Aton. Derrière lui, on aperçoit Madame Haï avec une superbe perruque et des cônes d'encens sur la tête, les mains dans la même position que celle de son mari. Ils prient tous deux Aton. Maintenant, si vous voulez voir comment ils ont reçu ces récompenses, suivez-moi.
Ici, on peut voir comment les choses se passaient à Amarna. Akhenaton est là. Néfertiti également, et juste au-dessus d'eux, Aton darde ses rayons. Ils sont en train d'offrir des colliers en or à Haï et à sa femme. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette scène, c'est que les enfants sont de la fête. Les 3 princesses aident leur papa. L'une d'entre elles porte un plateau chargé de colliers et le tend à sa mère. Au demeurant, on peut savoir à quand remonte cette gravure grâce à la présence des 3 princesses. En effet, Akhenaton et Néfertiti ayant eu 6 filles, cela situerait la scène au milieu du règne du pharaon. Comme pour tout ce qui touche à Amarna, là encore réside un mystère. Regardez ces colonnes. Elles n'ont pas été terminées. Le tombeau n'est pas fini. À ce stade de la construction, les ouvriers déposèrent leurs outils et abandonnèrent le chantier. On sait pourtant que Haï a vécu encore de longues années. Alors comment expliquer qu'il ait laissé ce travail inachevé de son vivant, lui, l'un des hommes les plus puissants et les plus influents d'Amarna? La raison pour laquelle Haï fit arrêter le chantier, c'est qu'Amarna traversait une période difficile et qu'il n'avait pas l'intention de s'y éterniser. Chef religieux, Akhenaton avait délaissé l'économie et la politique du pays. L'Égypte ne contrôlait plus ses colonies. Les ambassadeurs égyptiens écrivaient qu'ils n'étaient plus respectés et l'armée était à l'abandon. Même la nouvelle religion n'était pas un franc succès. Les gens regrettaient les dieux d'autrefois. Akhenaton et Néfertiti se voyaient même forcés de corrompre la population pour qu'elle feigne de croire à ce dieu unique. La 17e année de son règne, Akhenaton meurt dans des circonstances inexpliquées. Quelque temps avant la mort du pharaon, il n'est plus question de Néfertiti. On peut donc supposer qu'elle avait dû s'éteindre elle aussi. Très vite, la population quitta Amarna. Pressés d'en finir au plus vite avec cette époque, les habitants ont même oublié sur l'étagère d'un sculpteur le célèbre buste de Néfertiti. Personne ne voulait de cette sculpture considérée aujourd'hui comme l'une des plus belles œuvres d'art au monde. L'Égypte se retrouvait sans souverain. Alors, on maria le petit Toutankhamon à Akhénamon, sa demi-sœur de 11 ans. Et c'est ainsi que le jeune garçon, seul héritier mâle du trône, devint pharaon. La révolution d'Akhénaton s'était avérée trop radicale pour cette Égypte conservatrice. Thèbes, avec ses 2 immenses temples, retrouva son rôle de centre religieux du royaume. Les milliers de prêtres négligés pendant les 17 années du règne d'Akhénaton pouvaient enfin revenir à leurs rites et vénérer les dieux de l'Égypte ancienne. Toutankhamon et sa jeune épouse, Akhénamon, élurent domicile dans le palais de leurs ancêtres. Il n'est pas difficile d'imaginer ce que vécut ce jeune garçon, arraché à la seule demeure qu'il ait jamais connue pour être amené dans cette ville étrangère dont il ignorait tout. On a du mal à réaliser que ce palais était jadis d'une beauté à couper le souffle. Il s'étalait sur des hectares de parcs, de jardins et de lacs. Mais la responsable de cette ruine, la voici, la brique de Torchi. On réservait la pierre aux tombeaux et aux temples, car il devait durer pour l'éternité, alors qu'un palais ne devait durer qu'une vie. C'est dans cette salle des trônes que l'orphelin de 4 ans Toutankhamon, nouveau seigneur des 2 terres, entama son règne sur la Haute et la Basse Égypte. Cependant, il est clair que les rênes du gouvernement n'étaient pas entre ses mains, mais dans celles d'Haï, promu au rang de vizir, la plus haute fonction du pays. Le destin du royaume reposait sur lui. Toutankhamon n'était pas le premier enfant roi de l'histoire égyptienne. On a retrouvé une lettre écrite 1000 ans auparavant par un autre enfant roi.
Par cette lettre, le vice-roi de Nubie annonçait au jeune roi Pépi II qu'il avait capturé un pygmée. Pépi ne cacha pas son enthousiasme et lui écrivit à son tour pour lui donner ses instructions. Ce fut un tel honneur pour le vice-roi de recevoir une aussi longue lettre de son jeune pharaon qu'il la fit graver sur sa tombe à Assouan afin qu'elle puisse être admirée de tous. Rendez-vous sans tarder au palais. Toute affaire cessante, amenez-moi le pygmée. Lorsqu'il sera à bord du bateau avec vous, installez-le entre deux hommes forts pour éviter qu'il ne tombe à l'eau. La nuit, sommez des hommes de confiance de dormir auprès de lui dans sa tente et faites des rondes toutes les 10 minutes. Sa Majesté a davantage hâte de voir ce pygmée que les fruits des récoltes du Sinaï et du Punt. C'était peut-être un pharaon, mais c'était surtout et encore un enfant. Au cours de leur jeune vie, Toutankhamon et sa femme Akhénamon avaient eu leur lot de tragédies. Ils avaient dû se réconforter mutuellement de la mort de leur père Akhenaton. Après le décès de celui-ci, il n'est plus jamais fait mention de la reine Néfertiti. Elle a dû disparaître à la même époque. Orphelins, obligés de se rendre à Thèbes, ils laissaient derrière leur maison, leur religion et même les souvenirs empreints de tendresse d'un père qui était désormais qualifié d'hérétique. D'après les objets qu'on trouva dans le tombeau de Toutankhamon, il semblerait que le jeune couple ait été très uni. Le plus touchant de ces objets est un petit naos plaqué d'or qui renfermait une statue de Toutankhamon. Chaque panneau du coffre montre Akhénamon en reine et épouse parfaite. Ce sont des scènes à caractère très intime. Toutankhamon chasse des oiseaux à l'arc, tandis que son épouse lui tend des flèches. Ici, Toutankhamon verse du parfum dans les mains de son épouse. À l'évidence, ils se vouent une mutuelle dévotion et apprécient la compagnie l'un de l'autre. Leur mariage avait eu lieu pour des motifs politiques alors qu'ils n'étaient qu'enfants. Pourtant, le sentiment d'affection qui lie deux époux existait vraiment entre eux. Le naos avait probablement été commandé par Akhénamon elle-même en guise de cadeau pour son mari. Dans un sens, c'était une lettre d'amour gravée dans de l'or. C'était un couple magique, et dans la tombe on trouva une lampe magique qui était leur secret intime. La vasque d'albâtre n'était peinte ni à l'extérieur ni à l'intérieur, mais lorsqu'on l'allumait, le jeune couple apparaissait. En fait, au centre est insérée une coupelle sur laquelle est peint le couple. La scène ne peut se voir que lorsque la lampe est allumée et qu'elle devient translucide. Des jouets magiques tels que celui-ci ont dû être d'un grand réconfort pour ce jeune roi dont le royaume était loin d'être parfait. Ici, dans ce coin du musée du Caire, on trouve une autre preuve cruciale de ce qui était en train de se passer. C'est une stèle publique. Elle se trouvait dans le temple de Karnak, la prestigieuse nécropole thébaine. Après être revenus à Thèbes, les conseillers de Toutankhamon, les véritables maîtres de l'Égypte, décidèrent que le pharaon devait restaurer les anciennes croyances religieuses. Et voici comment ils s'y prirent pour arriver à leur fin. Ces 3 lignes de hiéroglyphes racontent une terrible histoire. D'Éléphantine jusqu'au marécage du delta, les dieux et déesses ont été abandonnés. Leurs sanctuaires n'ont pas été entretenus et les mauvaises herbes les ont envahis. Voilà pourquoi le pays est en pleine confusion, car les dieux l'ont délaissé. Ils étaient tout simplement en train de tenir le père de Toutankhamon pour responsable de l'état catastrophique dans lequel l'Égypte se trouvait. Mais lorsque cette stèle fut érigée, Toutankhamon devait avoir 12 ans. Or, ce ne sont pas les mots d'un garçon de 12 ans. Quelqu'un était donc en train d'accuser son père de tous les maux du monde. Imaginez ce qu'il a dû ressentir. Il a dû être terriblement malheureux. Lorsque Toutankhamon revint à Thèbes, la première chose qu'il fit fut d'achever un monument dont son grand-père, Aménophis III, avait entamé la construction. Ici, au temple de Luxor,
Amenophis III avait érigé un portique, mais il était mort avant d'en avoir achevé la décoration. Les scènes que Toutankhamon choisit à cette fin sont celles de la plus importante fête de Thèbes et la plus traditionnelle, la fête d'Opé. Opé était le nom ancien du temple de Karnak. Une fois l'an, les statues des trois dieux les plus vénérés de Thèbes, à savoir Amon, Mout et Khonsu, étaient transportées de Karnak à Luxor et exposées aux yeux de tous. Il y avait des processions. En guise d'offrande, des plateaux chargés de viande formaient des pyramides toujours plus hautes. Il y avait de la musique, des chants, des danses, des applaudissements. C'est ce moment de l'année, plein d'euphorie, que Toutankhamon voulut immortaliser. Lui-même y participait, et on le voit présentant ses offrandes aux dieux. Il a fait en sorte que l'on retrouve cette image à de très nombreux endroits. Et voici encore une nouvelle énigme. Si Toutankhamon avait fait décorer tous ses murs, son nom devrait donc apparaître partout. Or, le seul endroit où il apparaît se trouve dans cette partie reculée du temple. Seuls 3 petits hiéroglyphes mentionnent un de ces noms, Neb-Keperu-Re. Quelqu'un a donc essayé d'effacer toute trace de Toutankhamon. Les tragédies qu'ils avaient vécues avaient sans doute rapproché Toutankhamon et Akhénamon. Mais les fouilles du tombeau de Toutankhamon ont mis au jour un autre drame qu'ils ont dû partager, les 2 fausses couches d'Akhénamon. Dans une petite pièce de la chambre funéraire, 2 sarcophages miniatures furent découverts. Ils renfermaient 2 fœtus. Howard Carter, l'archéologue qui découvrit la tombe, enleva les bandelettes du plus petit et constata qu'il s'agissait d'un fœtus de 5 mois et qu'il ne semblait pas avoir été momifié. Le second fœtus fut envoyé au docteur Douglas Derry, professeur d'anatomie à l'université du Caire. Il le démaillota et remarqua que c'était un fœtus de sexe féminin de 8 mois qui avait été embaumé. Derry mentionna qu'il avait trouvé les crochets que les embaumeurs avaient utilisés pour retirer le cerveau. Ces fœtus disparurent mystérieusement dans les années 30, mais on a retrouvé récemment le plus âgé à l'hôpital de Xareleini, où le docteur Derry l'avait conservé. L'année dernière, lorsque l'autre fœtus fut retrouvé, le docteur Fawzi Gabala, responsable du département d'anatomie, m'invita à venir les examiner. D'habitude, la résine est introduite par le nez. Oui, dans le cas d'un adulte. Mais il s'agit ici d'un fœtus d'environ 8 mois et il est très facile d'injecter la résine par la fontanelle antérieure. Ce fut un moment de très grande excitation pour moi. Étant spécialisé dans l'étude des momies, et même d'un point de vue purement intellectuel, je souhaitais vérifier si le plus jeune des fœtus avait été ou non embaumé. De plus, sur un plan purement personnel, c'était un moyen pour moi de me rapprocher de Toutankhamon et d'Akhénamon. L'incision abdominale est bien au même endroit, en bas, à gauche. C'est par là qu'on a pénétré pour retirer les viscères. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette partie est restée béante. Elle n'a pas été recousue, vous voyez? Une des choses qui m'a toujours étonné, c'est que Carter et Derry, qui ont eu à des périodes différentes l'occasion d'examiner ces 2 fœtus, ont déclaré que le plus petit des fœtus, celui que nous sommes en train d'observer, le plus grand, n'avait pas été momifié, car ils n'ont pas trouvé d'incision abdominale. Voyons ce qu'il en est. Ce fœtus est malheureusement moins bien conservé. Mais on distingue clairement la résine dans le bas de la cavité abdominale.
Ici, on voit une zone de couleur sombre, mais l'incision elle-même n'est pas évidente en raison de la dégradation. De plus, cette résine a la même couleur et la même texture, et elle ressemble absolument à celle que l'on trouve chez le fœtus plus âgé. Mais l'incision n'est pas visible en raison de la dégradation. C'est très friable. Imaginez un peu le savoir-faire de ces embaumeurs qui avaient dû essayer de retirer les viscères par cette toute petite incision dans l'abdomen de cette minuscule petite fille. Quelle technique incroyable pour l'époque. Derrière la boîte crânienne, on trouve un amas de linge imbibé de résine, ce qui indique manifestement qu'il aurait été momifié. Bien sûr qu'il a été momifié. Lorsqu'on regarde ces deux minuscules petits corps, on ne peut s'empêcher de se demander ce qui se serait passé si les enfants de Toutankhamon et Akhénaton avaient vécu. S'ils avaient eu un héritier mâle, quiconque aurait voulu devenir roi aurait vu ses espoirs anéantis et le cours de l'histoire égyptienne en aurait été modifié à jamais. Mais dans l'ombre, rôdait celui qui devait être le pire des cauchemars de l'enfant roi. Très peu de temps après que Toutankhamon eut été couronné, Haï devint vizir d'Égypte, l'équivalent de notre Premier ministre. Il avait certainement beaucoup d'influence sur Toutankhamon et les décisions que celui-ci prenait. Bien entendu, Haï avait dès lors accès à toutes les ressources et richesses du royaume. Il aurait, semble-t-il, organisé de fastueux banquets où des musiciens et des serviteurs étaient là pour satisfaire ses moindres désirs. Une armée d'artisans et d'ouvriers était occupée à la préparation des objets de luxe qui l'accompagneraient dans sa tombe et dans l'au-delà. Outre sa fonction de conseiller du roi et de ministre de la justice, le vizir possédait un autre pouvoir essentiel, celui de contrôler l'accès au palais. Personne ne pouvait y entrer ou en sortir sans qu'il en ait été informé et qu'il en ait donné l'autorisation. Parmi les serviteurs de Haï, il se trouvait sans aucun doute des hommes prêts à tout, au bien comme au mal. Un des rares témoignages que l'on ait de Toutankhamon dans son rôle de pharaon se trouve sur la tombe de Ouï, son vice-roi de Nubie. On y voit le jeune roi assumant seul sa charge officielle. Ouï était un haut dignitaire de la cour. En effet, il était chargé de veiller au bon acheminement de l'or depuis la Nubie jusqu'en Égypte. Nub signifiait or. Ainsi, la Nubie, aujourd'hui le Soudan, était-elle le pays de l'or? Et il se pourrait bien que l'or des cercueils de Toutankhamon soit dû aux efforts consciencieux de son vice-roi, Ouï. Les murs de la tombe de Ouï racontent l'histoire de sa fonction. Ouï prête serment et reçoit le sceau officiel. Cette marque, il devra l'apposer sur chaque cargaison d'or royal. Son retour de Nubie. Remarquez les têtes des chevaux qui dépassent de leur stalles. Sur les fresques de son tombeau sont représentés essentiellement des Nubiens venus apporter leur tribut au pharaon. Des girafes, des singes et d'innombrables anneaux d'or. À la mort d'Ouï, Toutankhamon n'est plus un enfant. C'est déjà un jeune homme qui s'affirme, capable de décider par lui-même et sans doute moins enclin à se faire manipuler par son puissant vizir Haï. Ce désir nouveau d'indépendance lui coûtera sans doute très cher. Brusquement et mystérieusement, à peine âgé de 20 ans, Toutankhamon meurt. Son corps sera embaumé et transporté en bateau sur l'autre rive du fleuve, la rive ouest, ce lieu réservé aux morts. C'est là qu'il sera enterré avec les autres pharaons d'Égypte dans la vallée des rois.
Nous voici dans le tombeau le plus connu au monde. Pourtant, tous ceux qui le visitent sont déçus. Il n'y a pas grand-chose à voir, n'est-ce pas? Personne n'avait prévu que Toutankhamon mourrait si jeune. Mieux aménager la tombe aurait demandé plus de temps, mais on y trouve encore de nombreuses choses magnifiques. Par exemple, le fait que Toutankhamon soit encore dans son sarcophage. N'est-ce pas tout simplement fantastique? C'est le seul pharaon à avoir été laissé dans son cercueil. Les peintures murales sont également magnifiques. Si vous savez les lire, elles vous feront revivre la cérémonie funèbre de Toutankhamon. Il fallut 70 jours pour momifier le corps, ainsi que pour aménager la tombe. Ils durent apporter les cercueils, le mobilier, les sculptures, rien ne devait manquer. En outre, il fallait pratiquer les rites religieux. Il fallait aussi choisir un nouveau souverain. Toutankhamon n'avait pas de fils, et la seule personne royale vivante était Aksénamon. Voyons ce que nous révèle ce mur sur ses funérailles. Voici la momie de Toutankhamon. Elle est portée par 12 hommes jusqu'au tombeau. Ils sont coiffés de bandeaux blancs en signe de deuil. Ce sont les dignitaires dans le palais. Mais il en manque un. Savez-vous lequel? Aïe. Il est ici. Observez bien ses vêtements. Il est vêtu de la peau de léopard du grand prêtre, et comme tel, il accomplit les rites sacrés. Les rites sacrés qui donnent le souffle de la vie dans l'au-delà. Mais regardez de plus près. Il est coiffé de la couronne royale bleue. Et les cartouches au-dessus de lui portent son nom. Aïe est devenu pharaon. Il a succédé à Toutankhamon. Mais comment lui, homme du peuple, a-t-il pu devenir pharaon? Aksénamon a dû avoir le cœur brisé par la mort soudaine de son jeune époux. Leur union, conçue alors qu'ils étaient encore enfants sur les ruines d'Amarna, avait grandi au milieu de ces années troubles. Ils s'étaient toujours soutenus l'un l'autre, mais à présent, Aksénamon se retrouvait seul. Dans les jours qui suivirent immédiatement la mort de Toutankhamon, une série d'événements se produisit qui laisse supposer que plusieurs meurtres auraient été commis. Le premier de ces événements est une requête d'Aksénamon auprès du roi hittite, requête gravée sur une tablette que l'on a retrouvée dans les archives de l'ancienne capitale hittite, Boghazköy, aujourd'hui ville de Turquie. Le destinataire de la lettre lui-même eut du mal à la prendre au sérieux tant le contenu en était inattendu. Mon époux est mort. Je n'ai pas de fils. Mais toi, on dit que tes fils sont nombreux. Si tu consentais à me donner un de tes fils, j'en ferais mon époux. Jamais je ne m'unirai à l'un de mes serviteurs, j'ai peur. Pourquoi Aksénamon demanderait-elle qu'un mari lui soit envoyé d'un pays étranger et qui plus est de Turquie, l'ennemi héréditaire de l'Égypte? Le roi hittite refusa, pensant que c'était une ruse. Désespéré, Aksénamon renouvela sa demande. Pourquoi dis-tu ils essayent de me tromper? Si j'avais un fils, penses-tu que je m'adresserais à un pays étranger de cette façon aussi humiliante? Tu ne me fais pas confiance et tu me l'avoues. L'homme qui était mon époux est mort et je n'ai pas de fils. N'ai-je d'autre choix que celui d'épouser un de mes serviteurs? On dit que tes fils sont nombreux. Envoie-moi l'un de tes fils, j'en ferai mon époux et le roi de la terre d'Égypte. Le roi envoya un de ses fils pour qu'il épousât la pauvre Aksénamon désespérée, mais il n'arriva jamais. Quelque part dans le désert, à la frontière égyptienne, il fut assassiné. Pourquoi Aksénamon se voyait-elle contrainte de chercher un époux hors des frontières du royaume? Dans chacune de ses lettres, elle déclare qu'elle n'épousera jamais un de ses serviteurs. Cela n'était pas courant. La menace devait être bien réelle. Qui pouvait bien chercher à contraindre Aksénamon à épouser un roturier? On trouva la réponse quelques 3000 ans plus tard au Caire, dans la boutique d'un célèbre antiquaire. Au printemps 1931, Percy Newberry, un égyptologue, trouva dans ce magasin une bague dont le chaton portait 2 cartouches. L'un était celui d'Aksénamon,
l'autre, celui de Haï. Newbery informa immédiatement Carter de sa découverte. « Mon cher Carter, cela vous intéressera sans doute d'apprendre que je viens de trouver une bague sur laquelle les noms de Haï et Aksénamon sont associés. La seule déduction que l'on puisse en tirer est que Haï a épousé Aksénamon, la veuve de Toutankhamon. » Le serviteur qu'Aksénamon redoutait d'épouser était bien Haï, le vieux vizir. Les lettres pressantes de cette dernière au roi hittite, la bague trouvée par le professeur Newbery et la présence de Haï en pharaon sur les murs de la tombe de Toutankhamon viennent confirmer que Haï est parvenu à s'asseoir sur le trône d'Égypte en épousant la jeune veuve de Toutankhamon. Qu'advint-il d'elle après son mariage avec Haï? Lorsque le professeur Newbery trouva la bague, preuve de l'union entre le vizir et la jeune Aksénamon, alors âgée de 21 ans, il écrivit ceci à Howard Carter. « Avez-vous l'intention de vous rendre dans la vallée de l'Ouest pour voir la tombe de Haï? Si vous décidez de vous y rendre, il y a un point qu'il serait très intéressant d'élucider. Sur l'un des murs de la chambre du sarcophage figure le vieux roi Haï et derrière lui la reine Tiyi. Pouvez-vous apercevoir une autre présence derrière la reine Tiyi? Et le cartouche est-il suffisamment grand pour contenir le nom d'Aksénamon? Si Aksénamon était encore vivante quand Haï mourut 3 ans après le mariage, elle devrait figurer sur les murs de sa tombe. C'est donc dans le tombeau de Haï que nous devons nous rendre si nous voulons trouver des indices concernant le destin d'Aksénamon. Plusieurs scènes ont été peintes sur les murs de sa tombe. Celles-ci ont un caractère religieux, elles montrent les gardiens accueillant Haï et priant pour lui. Mais celle qui a intéressé le professeur Newbery et qui va nous parler d'Aksénamon est par ici. Voici Haï en train de chasser dans les marécages. Aksénamon devrait être avec lui puisque c'est sa femme. C'est la reine d'Égypte. Or, le cartouche que l'on voit ici est trop petit pour contenir son nom. Par contre, il convient parfaitement pour le nom de la première femme de Haï, Tiyi, dont la silhouette abîmée se trouve juste en dessous. Derrière elle, il n'y a vraiment pas de place pour Aksénamon et les hiéroglyphes nous disent que Tiyi est la reine. Qu'est-il advenu d'Aksénamon? Aksénamon vivante, Tiyi n'aurait jamais pu devenir reine, de même que Toutankhamon vivant, Haï n'aurait jamais pu monter sur le trône. On peut simplement en déduire qu'elle a dû subir le même sort que le jeune prince hittite et que Toutankhamon. Sommes-nous en présence d'un tueur en série? Haï serait-il allé jusqu'à tuer pour accéder au trône? En 1968, un nouvel indice apparut dans l'enquête sur la mort mystérieuse de Toutankhamon. Le docteur R.G. Harrison, un anatomiste anglais, effectua une seconde autopsie. Les autorités égyptiennes accordèrent l'autorisation exceptionnelle d'ouvrir une seconde fois depuis les années 20 le sarcophage de Toutankhamon. Sous le regard stupéfait des touristes, le corps du pharaon fut à nouveau dévoilé. On possédait à présent des appareils à radiographier portatifs et pour la première fois, on fit des radiographies du squelette de Toutankhamon. Les résultats firent sensation car ils montraient très nettement une anomalie à la base arrière du crâne. Voici les limites normales. Mais en fait, cela aurait très bien pu être causé par une hémorragie sous les membranes qui recouvrent le cerveau à cet endroit-là. Un coup derrière la tête pourrait en être à l'origine et aurait pu causer la mort. Personne n'avait analysé les radios de Toutankhamon depuis Harrison 30 ans auparavant.
Je décidai alors de les soumettre à un radiologue réputé de mon université à Long Island. Bonjour, Dr. Irwin. Je vous ai apporté les radios. Bonjour, Bob. Comment vas-tu? Très bien, les voici. J'aimerais avoir votre avis. Eh bien, la théorie émise par le Dr. Harrison est très intéressante, car je pense qu'il y a dans l'os occipital situé à l'arrière du crâne une lésion qui pourrait s'apparenter à une fracture. Ensuite, il estima que cette partie sombre pouvait être un caillot de sang. Si c'est le cas, et si cette partie est la suite du caillot, cela laisse penser qu'il y a eu une calcification du caillot. Cela prend un certain temps, voire des mois. De plus, le sujet doit être vivant pendant cette période pour que la calcification se fasse. Donc vous insinuez que si Toutankhamon a été frappé à la tête, il n'est pas mort immédiatement. Si cette tache sombre est bien un caillot de sang, comme on le suppose, en effet, il n'est pas mort sur le coup. Dans ce cas, dans quel état de conscience était-il? Inconscient? Au début, ses fonctions ont pu même rester intactes. Mais il est certain qu'avec un caillot de cette taille, placé dans cette zone postérieure du crâne, la pression exercée sur le cervelet dans la zone du cérébellum est telle qu'il a dû rester inconscient un bon moment pour que la calcification se fasse. Très intéressant. Que pouvez-vous me dire sur l'endroit précis où il aurait été frappé? Dans quelle position pouvait-il être quand il a reçu le coup? Est-ce un endroit courant pour recevoir un coup? Eh bien non, pas vraiment. C'est presque à la base du cou. J'ai un mannequin là-bas. Je vais essayer de vous montrer. Donc, s'il était allongé de cette façon, il aurait dû être frappé ainsi. Le cou est ici et la base du crâne à ce niveau-là. Il y a un crâne ici. Voyons si j'arrive à... Si nous le disposons à peu près dans la même position, les cervicales se situent ici. Et la zone qui semble fracturée se trouve là. Le coup pourrait avoir été donné de cette façon. Donc il dormait peut-être sur le ventre quand on l'a frappé. En effet. Ou alors sa tête était tournée dans ce sens et il a été frappé comme ça. Puis il a pu rester plongé dans le coma pendant 1 mois ou 2 et mourir des suites de cette blessure. Effectivement. Très intéressant, merci. Cette nouvelle analyse des clichés suggère que Haï a peut-être disposé de plusieurs mois pour organiser son accession au trône. Mais si Haï a assassiné Toutankhamon, Akhénamon et le prince hittite, pourquoi n'a-t-il pas comparu devant la justice? La réponse se trouve sur les murs de la tombe de Rekhmiré, celui qui a consigné les devoirs et les pouvoirs du vizir. Ah, voici la réponse. Que personne ne juge en lieu et place du vizir. Lui seul peut punir les coupables. En d'autres termes, personne ne peut punir le vizir. Nous n'avons pas retrouvé l'arme du crime, mais il est sûr que Toutankhamon, Akhénamon et le prince hittite devaient tous disparaître rapidement pour que Haï pût devenir pharaon. Seul Haï, en tant que vizir, pouvait organiser le meurtre de Toutankhamon au sein du palais. Lui seul pouvait faire en sorte que le prince hittite soit tué à la frontière égyptienne. Enfin, lui seul pouvait avoir forcé Akhénamon à l'épouser avant de la tuer. Cette série d'événements qui eurent lieu il y a 3000 ans ne servait qu'un seul homme, Haï. Finalement, la récompense de tant d'efforts fut de courte durée. Il mourut 3 ans après son accession au trône. Sa tombe fut pillée, sa momie détruite, son nom effacé et tous les objets précieux qu'il avait voulu emporter avec lui dans l'autre monde furent dérobés. Aujourd'hui, seuls quelques égyptologues se souviennent de lui et seulement parce qu'il a succédé à Toutankhamon. Quant à Toutankhamon, ses contemporains égyptiens nourrissaient un tel ressentiment envers son père et ce qu'il avait fait qu'ils s'attachèrent à faire disparaître tout ce qui pouvait rappeler son souvenir. Voilà pourquoi le cartouche de Toutankhamon ne figure pas sur les murs d'Abydos, au milieu des autres rois.
et qu'il a été effacé du portique des processions d'Aménophis III, que lui-même avait fait décorer à Luxor. Mais malgré tout, son nom a survécu. Dans la vallée des rois, son petit tombeau, qui allait être bientôt recouvert par celui d'un autre pharaon, resta inviolé près de 3000 ans. Toutankhamon, qui souffrit toute sa vie durant, est le seul pharaon à reposer dans sa tombe dans la vallée des rois. Et il est le seul pour qui cette vieille prière égyptienne a été exaucée. Comme Ré, puisse Nebkhéperou-Ré Toutankhamon, seigneur des deux terres, roi de haute et basse Égypte, jouir de la vie, de la santé et de la prospérité pour l'éternité. L'Égypte éternelle, glissant sur le cycle perpétuel du temps, où la mort s'achève dans un désert hostile, où la vie renaît de la puissance du Nil. Plus de 2000 ans durant, les Égyptiens ont cru que leur mort s'embarquait pour un voyage sacré vers un au-delà merveilleux. Aujourd'hui, leurs monuments sont autant de miracles et de mystères. Pendant plus de 30 ans, sans répit, un explorateur a vécu une odyssée personnelle à la recherche d'un passage vers le passé. Il allait être récompensé par l'héritage le plus extraordinaire que l'ancienne Égypte ait jamais légué. Howard Carter allait découvrir le tombeau de Toutankhamon et contempler le visage du pharaon. Sur le plateau de Gizeh, les puissants pharaons affirment leur majesté grâce à l'une des 7 merveilles du monde, les pyramides. Selon la religion de l'Égypte ancienne, le pharaon n'était pas uniquement un homme et un roi, mais il était également un dieu immortel. Quand il meurt, des vêtements, de la nourriture et des trésors magnifiques accompagnent la dépouille du pharaon dans son tombeau. Non pas par vanité, mais pour l'aider à accomplir son voyage vers l'au-delà. Mais pour certains Égyptiens, la cupidité supplante la foi. Chaque pyramide, aussi bien protégée soit-elle, est dévalisée presque immédiatement. En 1570 avant Jésus-Christ, le site d'inhumation des pharaons se transporte vers des gorges désolées plus en amont sur le Nil. Il sera connu sous le nom de la vallée des rois. Le nouveau site est à près de 650 km au sud des pyramides de Gizeh. Les tombes sont creusées dans la pierre
et cachés sous des montagnes de rochers. La peine encourue pour le pillage d'une tombe et la mort. Malgré ce risque, l'attrait de l'or est trop grand. La vallée des rois est pillée et mise à sac. Alors que la majesté de l'Égypte ancienne s'estompe et que son empire se désagrège, la vallée retombe dans l'oubli. Mais une autre espèce d'envahisseur arrive. Des hommes comme l'Américain Theodore Davis découvrent les restes des tombeaux pillés. En 1914, Davis abandonne ses recherches, déclarant que la vallée des rois n'a plus de secrets à offrir. Howard Carter s'efforcera pendant les 8 années qui suivront de prouver qu'il a tort. Carter est un jeune artiste anglais qui est venu en Égypte pour la première fois en 1890. Il y acquiert ses connaissances archéologiques et imagine la vallée des rois à l'époque de sa splendeur, mais aussi de ses pillages barbares. On peut facilement imaginer les préparatifs du forfait des jours à l'avance. Les rendez-vous secrets à la tombée de la nuit sur la colline. Le gardien du cimetière que l'on corrompt ou que l'on drogue. En fournissant à sa momie toutes sortes d'objets recherchés et de grande valeur qu'il estimait essentiels à sa dignité, le roi préparait sa propre destruction. Pendant des années, Carter observe les allées et venues des chercheurs de trésors. Il brûle de tenter sa chance dans la vallée, mais il n'a pas les moyens financiers d'entreprendre des fouilles de grande envergure. Carter n'est pas un chasseur de trésors occasionnel. Il apprend l'arabe. Il a peu d'amis et il n'est pas marié. Carter a choisi de vivre une vie en dehors des sentiers battus. En 1908, la vie est loin de sourire au futur héros. Il vend des peintures aux touristes pour survivre. Mais il n'abandonne pas son rêve, fouiller minutieusement la vallée des rois. Très loin de là, installé dans son château en pleine campagne anglaise, un homme va partager la passion de Carter, Lord Carnarvon. George Edward Stanhope Molineux Herbert est lui aussi un féru d'orientalisme. Il s'intéresse aux fouilles et a besoin d'un archéologue expérimenté pour diriger ses recherches. En 1909, Carnarvon engage Howard Carter pour sélectionner les sites et embaucher des ouvriers là où il sent qu'un trésor peut être découvert. Jamais une telle chance ne s'était présentée à Carter. Carnarvon dépensera l'équivalent de dizaines de millions de francs pour embaucher des centaines d'ouvriers et faire construire une maison pour Carter aux abords de la vallée. En 1914, Carnarvon obtient une licence lui permettant de creuser dans la vallée que Theodore Davis avait déclarée sans intérêt et avait abandonnée. C'est maintenant à Howard Carter de réussir là où d'autres ont échoué après un siècle de recherche. L'œuvre de sa vie vient de commencer. Il est possible qu'il y ait beaucoup moins de choses à trouver dans cette vallée que sur n'importe quel autre site d'Égypte. Mais si la chance vous sourit, vous serez peut-être récompensé de toutes vos années de travail infructueux. La Première Guerre mondiale éclate. La Grande-Bretagne et la Turquie, les puissances occupant l'Égypte, sont en guerre.
Toutes les fouilles sont arrêtées dans la vallée des rois. La guerre donne à Carter l'occasion de préparer son projet. Il recherche dans les archives les preuves de l'existence d'un roi oublié. Effectivement, il manque un nom. Je peux affirmer que nous avions de bonnes raisons d'espérer trouver la tombe de Toutankhamon. Nous étions même certains qu'elle devait être située non loin du centre de la vallée. Toutankhamon, un roi qui occupa le trône d'Égypte à une époque de troubles et de révolution. On pense aujourd'hui que Toutankhamon était le fils du pharaon Akhénaton, celui qui déclara que le disque solaire était le dieu unique et qu'il fallait renoncer à tous les autres dieux, ce qui entraîna le chaos. Pendant 17 ans, Akhénaton régna sur une Égypte divisée. L'une de ses femmes était Néfertiti, une reine d'une beauté légendaire. Mais quand le pharaon mourut, sa religion monothéiste disparut avec lui. Carter sait que le successeur d'Akhénaton était le mystérieux Toutankhamon, qui ne régna que quelques années avant de tomber dans les oubliettes de l'histoire. En 1917, l'Égypte est fermement entre les mains des Britanniques. Carter peut reprendre son travail. Le plan de Carter est méthodique mais épuisant. Utilisant une nouvelle technique développée pendant la guerre, celle du bombardement par quadrillage, il divise la vallée en petites sections de telle sorte qu'aucune entrée ou qu'aucun escalier n'échappe aux recherches. S'il existe encore une tombe royale, Howard Carter ne peut que la trouver. Des milliers de tonnes de pierres devront être enlevées avant que l'on puisse espérer trouver quelque chose. Peut-être découvrirons-nous un tombeau. Et même si ce n'était pas le cas, c'est un risque que nous sommes prêts à prendre. 1917, 1918, 1919. Les trésors de la vallée échappent à Carter, comme ils avaient échappé à tous ceux qui l'avaient précédé. En 1920, Carnarvon et sa fille, Lady Evelyn, viennent constater de bien maigres découvertes, c'est-à-dire quelques poteries, et se demandent s'il est opportun de poursuivre les recherches. Cela faisait maintenant plusieurs saisons que nous creusions dans la vallée avec de bien maigres résultats. Et nous discutions âprement de l'opportunité de poursuivre le travail ou d'essayer de trouver ailleurs un site plus avantageux. Était-il justifié de continuer après toutes ces années stériles ? L'après-guerre n'a pas été très bienveillante pour l'aristocratie anglaise. Creuser des trous en Égypte sans résultat est une entreprise coûteuse. Carter a constamment peur de perdre le soutien de son mécène. « 1920, 1921. Le réseau de voies ferrées que Carter a fait construire a transporté des milliers de tonnes de débris, mais toujours rien d'intéressant. Pendant l'été de 1922, Carter doit retourner en Angleterre pour une rencontre qu'il redoute. La patience et l'argent de Carnarvon s'épuisent. Mais Carter est toujours convaincu qu'il peut trouver le tombeau de Toutankhamon. Il ne reste plus qu'une petite région à explorer. Si Toutankhamon est enterré dans la vallée, c'est ici qu'il doit se trouver. Carnarvon se laisse fléchir. Il financera une ultime fouille dans la vallée des rois. Carter retourne en Égypte en novembre 1922. Il amène avec lui un canari dont le brillant plumage étonne ses ouvriers. Son serviteur, Abdel, affirme que l'oiseau est le présage de la découverte prochaine d'un trésor étincelant.
C'est un oiseau doré qui va nous porter chance. Cette année, nous trouverons, si Dieu le veut, un tombeau rempli d'or. Trois jours plus tard, Howard Carter pénètre dans la vallée comme il l'a déjà fait des milliers de fois. Mais aujourd'hui, sa vie va changer, à jamais. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Un silence inhabituel m'a fait réaliser que quelque chose d'extraordinaire venait d'arriver. Les ouvriers ont dégagé un escalier en pierre à quelques mètres à peine d'une attraction touristique très fréquentée, la chambre funéraire de Ramsès VI. J'ai osé espérer que nous avions enfin trouvé notre tombeau. Maintenant, le travail progressait plus rapidement, marche après marche. Vers la fin de la journée, la partie supérieure d'une porte était visible. Avec une émotion fébrile, j'ai cherché sur la porte les sceaux permettant d'identifier le propriétaire, mais je n'ai pas trouvé de nom. Était-ce la tombe du roi que je recherchais depuis tant d'années? Ces ouvriers égyptiens l'appellent la tombe de l'oiseau doré. Le canari de Carter leur aurait-il vraiment porté bonheur? Le lendemain matin, Carter envoie en Angleterre un télégramme optimiste à Lord Carnarvon. Avons enfin fait une découverte merveilleuse dans la vallée, une tombe magnifique avec des sceaux intacts. Félicitations, Carter. Carter est obligé d'attendre l'arrivée de son mécène. Son état d'esprit passe alternativement de la surexcitation au désespoir. Il ne sait pas encore s'il a trouvé une tombe déjà pillée ou un tunnel magique vers le monde du passé. En novembre 1922, en Égypte, dans cette vallée des rois désolée, l'archéologue anglais Howard Carter a découvert un escalier oublié depuis 3000 ans. Mais qu'y a-t-il derrière cette porte close? Est-ce la tombe fabuleuse de l'oiseau doré, comme le croient ses ouvriers? Il y avait toujours l'affreuse possibilité que la tombe n'ait pas été achevée et jamais utilisée. Et même s'il avait été terminée, il y avait toujours la décourageante probabilité qu'elle ait été entièrement pillée dans un lointain passé. Cette angoissante possibilité hante Carter pendant les 2 semaines du long voyage depuis l'Angleterre qu'effectue son mécène, Lord Carnarvon, en compagnie de sa fille, Lady Evelyn. C'est un voyage que Lord Carnarvon a souvent entrepris par le passé, mais aujourd'hui, les enjeux sont plus importants que jamais. Le train qui longe le Nil les amène dans cette vallée qui obsède Carter depuis un quart de siècle. Vallée qui a englouti la fortune de Carnarvon au cours de 6 années de frustration. Le 23 novembre, exténué mais trop excité pour se reposer, il traverse le Nil pour atteindre le chantier. Les fouilles se poursuivent. La porte est dégagée et au-dessus, le sceau de Toutankhamon. La persévérance de Carter a enfin payé. Mais à l'heure de son triomphe, Carter remarque quelque chose qui lui fait l'effet d'un coup de poignard dans le dos. Cette porte avait été ouverte, puis refermée à 2 reprises. La tombe n'était donc pas absolument intacte, comme on l'avait espéré. Des pilleurs y étaient entrés, et plus d'une fois. Le travail continue avec frénésie. Qu'y a-t-il derrière le mur? Un passage rempli de gravats et de pierres.
3 jours plus tard, le corridor est dégagé. Pour la première fois depuis 3000 ans, les pas de l'homme résonnent dans ce passage silencieux menant au corps du défunt. Et derrière une autre porte scellée dort un monde de richesse ou de ruines. De mes mains tremblantes, j'ai fait une petite brèche dans le coin supérieur gauche. Agrandissant le trou dans la porte, je risquais un coup d'œil. Au début, je n'ai rien pu voir. Puis les détails de la pièce apparurent lentement dans la pénombre. J'étais muet d'étonnement. Et quand Lord Carnarvon me demanda anxieusement « Voyez-vous quelque chose ?» Tout ce que j'ai pu répondre, c'était « Ah oui, des choses magnifiques. » À l'intérieur, des splendeurs que jamais l'homme moderne n'avait contemplées. Et cependant, les deux archéologues ont la sensation qu'il manque quelque chose. L'idée prit corps dans nos cerveaux troublés que dans ce millimélo d'objets, il n'y avait ni cercueil ni trace de momie. Je remarquai pour la première fois qu'entre les deux statues dressées en sentinelle, il y avait une autre porte murée. Nous avons finalement compris. Nous étions encore sur le point de faire notre découverte. Ce que nous avions vu n'était qu'une antichambre. Derrière la porte gardée, il y aurait d'autres pièces, et dans l'une d'elles gisait le pharaon. La réalité les stupéfie. Une tombe royale intacte. Intacte, mais profanée. Peu de temps après les funérailles royales, des voleurs avaient enlevé des cassettes remplies de pierres précieuses et de joyaux. Mais ce qu'ils ont abandonné est stupéfiant. Des chars royaux, des divans recouverts d'or que nous ne connaissions que par des peintures sur les murs des tombeaux vides. Des boîtes de forme ovoïde contenant de la viande et du gibier pour sustenter le pharaon au cours de son voyage. Et puis, de touchants bouquets funéraires placés là juste avant que les portes ne soient scellées. Le tombeau est constitué de plusieurs petites pièces. C'est par un passage minuscule que l'on accède à celle que Carter appelle l'annexe. Mais c'est la pièce murée, gardée par les deux statues, qui les obsède. Tard dans la nuit, nous avons supputé les trésors qui pouvaient se trouver derrière cette porte. Des visions d'objets comme ceux que nous avions découverts, accumulés, chambre après chambre, nous traversaient l'esprit et nous coupaient le souffle. Je pense que nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là. En fait, ils n'ont pas dormi du tout. Secrètement, ils retournèrent au tombeau, obsédés par le besoin de savoir si le pharaon lui-même gisait toujours là, derrière cette porte murée. Les choses qu'ils découvrent vont au-delà de toutes leurs espérances. Les sceaux sont toujours intacts. Ils sont maintenant certains que le pharaon les attend,
protégé derrière des murs faits d'or et de beauté. Les seaux d'argile posés par les grands prêtres sont toujours intacts, prouvant ainsi que les pilleurs de tombes n'ont pas violé le tombeau royal. L'ancienne Égypte est sur le point de révéler ses secrets les plus sacrés. Un ordre cosmique immuable, dans lequel le pharaon est à la fois un homme et un dieu. À la mort du pharaon, l'univers se retrouve en plein désarroi. La religion égyptienne exige que les rites dictés par la tradition soient célébrés, les formules magiques récitées et la momie embaumée. C'est sûrement à ce moment précis que le ciel et la terre retrouvent leur harmonie. Des centaines de souverains ont entrepris ce voyage divin, mais un seul, Toutankhamon, est resté pour éblouir nos yeux. Mais avant le réveil du pharaon, Carter devra subir des années de travail, de chagrin, de tragédie et de triomphe. Au cours de l'hiver de 1922, le monde apprend avec stupeur la nouvelle de la découverte du tombeau du pharaon Toutankhamon. Des foules de reporters, de touristes et de dignitaires brisent le silence de la vallée des rois. Brusquement, Howard Carter, un homme réservé et solitaire, doit faire face à des vagues de curieux. Malgré ces foules, Carter fait preuve d'une patience extraordinaire. Il exige que chaque objet découvert dans le tombeau soit minutieusement catalogué et préservé. Lord Carnarvon pense que ce travail occupera Carter pendant des semaines. En fait, il y consacrera tout son temps au cours des 10 années qui suivront. Une équipe du musée métropolitain de New York travaille à proximité. Carter engage Harry Burton, le photographe du musée. Burton numérote et photographie chaque objet trouvé dans la tombe à l'emplacement précis où il a été découvert. Mais de nombreux objets sont d'une désespérante fragilité. Afin de les préserver, Carter fait appel à Arthur Mess, un autre expert du musée métropolitain. La fille de Mess, Margaret Orr, est le seul témoin vivant de cette époque unique et passionnante. Elle avait 9 ans lorsque son père l'a emmenée en Égypte pour la première fois. Le travail était si captivant. Carter pouvait compter sur mon père qui était toujours disponible en cas d'urgence. Quand il y avait quelque chose de très difficile à sortir du tombeau, Carter savait que mon père ne le laisserait pas tomber. Il le faisait toujours demander. La tâche entreprise par l'équipe est la plus difficile de l'histoire de l'égyptologie. Lentement, Toutankhamon, le pharaon oublié, renaît. Les objets trouvés dans le tombeau révèlent un roi adolescent servi par sa reine, Ankhésénamon, probablement sa demi-sœur. Alors que le tombeau continue de livrer ses secrets, les archéologues trouvent un indice qui pourrait renforcer la thèse de la jeunesse de Toutankhamon. Je me souviens de ma mère me racontant. Papa m'a dit qu'ils avaient trouvé un gant d'enfant dans le tombeau. Il m'a dit d'aller chez Harrods avec l'un de tes gants à peu près de la même taille. Il veut ainsi trouver l'âge du roi et savoir si, en fait, il s'agissait d'un enfant roi. Toutankhamon n'était qu'un enfant lorsqu'il est monté sur le trône. Il était encore adolescent quand il est mort. La moitié de la grande fortune de Toutankhamon appartient désormais à Lord Carnarvon. Son triomphe rend furieux les nationalistes égyptiens qui estiment que les trésors de Toutankhamon sont la propriété de l'Égypte.
Carnarvon aggrave la situation en vendant l'exclusivité des droits du récit au Times de Londres, exaspérant ainsi les journaux concurrents. Le tombeau ne lui appartient pas. Ce ne sont pas les ossements de ses ancêtres qu'il a déterrés dans les montagnes galloises. C'est un pharaon en terre égyptienne qui l'a trouvé. Pour les nationalistes, le tombeau n'est pas une malle au trésor à piller, c'est la sépulture sacrée d'un grand ancêtre. L'exaltation de la découverte s'est calmée. Carter commence à perdre patience. Carnarvon transforme le tombeau en attraction touristique. Il y organise des pique-niques pour des amis fortunés. Carter est furieux. Cette tombe est une chance unique qu'aucun archéologue n'a jamais eue avant nous. Mais pour pouvoir en tirer pleinement parti, il est absolument essentiel de nous permettre de poursuivre notre travail sans être interrompus. Mi-entreprise scientifique, mi-spectacle, les fouilles continuent. Carter et Carnarvon n'ont parlé à personne de leur visite secrète dans la chambre mortuaire. Ils ont rapidement effacé les traces de leur passage. En février 1923, ils mettent en scène une ouverture officielle et théâtrale de la chambre devant un auditoire sélectionné. Ils démontent le mur pierre par pierre. Et derrière, ils trouvent un autre mur en or. À l'intérieur de ce sanctuaire scellé, un autre obstacle, un autre sanctuaire en or. Comme Carter va le découvrir, c'est le second des 4 obstacles le séparant encore du pharaon. Dans la salle précédant la chambre funéraire, un trésor constitué d'objets rituels destinés à assurer le passage sacré de l'enfant roi décédé. Gardien de l'entrée, Anubis, le protecteur du roi. Dans cette salle qui donne le frisson, il découvre un autre objet d'une étonnante piété et d'une grande élégance. Face à la porte, au fond de la pièce, se dressait le plus magnifique monument que je n'ai jamais vu. C'est sans aucun doute le coffre-canope contenant les urnes qui sont si importantes dans le rituel de la momification. Gardées par des déesses, les urnes contiennent les viscères du roi. Représentant le voyage de la mort à la résurrection divine, des peintures illuminent les murs de la chambre funéraire. Un cortège funèbre porte le roi défunt. Ceux qui le composent ont des bandeaux blancs, symbole de la pureté de leur douleur. Le hak, la force divine lui a été accordée, c'est le symbole de la vie éternelle. Il reçoit le haï, la bénédiction du grand prêtre, l'homme qui succédera à Toutankhamon à la tête de l'Égypte. On peut admirer aussi l'enfant roi embrassant Osiris, le maître du royaume des morts. Le pharaon et le dieu ne font plus qu'un. Présents encore sur ces peintures, les 12 babouins sacrés, représentant les heures de la nuit qui annoncent la renaissance quotidienne du soleil et symbolisent la résurrection du roi. C'est une découverte magnifique. Mais la religion de l'ancienne Égypte met en garde tous ceux qui osent profaner le tombeau d'un pharaon. Celui qui violera ma tombe sera puni par le dieu soleil. Je m'abattrai comme un oiseau rapace sur celui qui pénétrera dans ce tombeau. Au même moment, le canari de Howard Carter est avalé par un cobra, le serpent sacré, protecteur du roi. Devant le tombeau, un journaliste murmure « Je donne à Carnarvon 6 semaines à vivre, pas plus ». La légendaire malédiction de Toutankhamon vient de naître.
La découverte du tombeau intact d'un pharaon égyptien est un événement d'une immense importance scientifique. Mais la presse se concentre sur le mythe macabre de la malédiction de la momie. Malédiction ou coïncidence, croyez-le si vous voulez, mais une chose est certaine. Dans la tombe du roi mort se trouvait cet avertissement: les ailes de la mort s'abattront instantanément sur celui qui touchera la tombe du pharaon. On a dit que le jour de l'ouverture officielle du tombeau, Lord Carnarvon avait été piqué sur la joue par un moustique. En se rasant, il a écorché la blessure qui s'infecta. 6 semaines plus tard, Carnarvon mourait. Officiellement, il est mort d'une pneumonie, mais un monde superstitieux croit savoir ce qui a vraiment tué Carnarvon: la magie noire du tombeau de la momie. D'étranges phénomènes se produisent, une coupure d'électricité au Caire au moment du décès de Carnarvon. La mort soudaine du chien favori de l'aristocrate dans son château en Angleterre. Et bien entendu, le canari de Howard Carter, avalé par un cobra. Le mythe de la malédiction du roi Toutankhamon persistera pendant des décennies. Les touristes qui visitent en masse la pièce au trésor souterraine ne se doutent pas que des 15 personnes qui l'ont découverte, 12 sont mortes de façon mystérieuse, la plupart dans de sinistres circonstances. L'image d'une momie courroucée devient une constante pour les films et les livres d'horreur. Alors que les crédules colportent leurs histoires de fantômes, Howard Carter lutte contre le désespoir et la tristesse. Il a perdu son mécène. Lady Evelyn quitte l'Égypte et épouse peu de temps après le fils du président de la compagnie Lloyd's de Londres. Au moment de sa grande découverte, Howard Carter se retrouve seul. Il faudra toute une année à Carter avant qu'il ne puisse entreprendre la plus difficile de toutes ses tâches: dégager les tombes en or dans lesquelles repose toujours la momie de Toutankhamon. Pour mener à bien sa tâche, Carter a besoin de toute sa concentration, mais les foules de curieux ne cessent de grandir. Au cours de l'hiver de 1923, Harry Burton et Arthur Mess reprennent leur méticuleux travail. À cette époque, Margaret Orr visitait souvent le laboratoire de son père. Ils travaillaient dans une très jolie tombe désaffectée qu'ils avaient pratiquement transformée en atelier. Tout ce dont je me souviens, c'était que mon père disait qu'il devait y avoir d'autres moyens de prendre soin de ces objets. Mais tout ce qu'il pouvait faire alors, c'était d'inclure tous ces objets dans de la cire fondue pour empêcher qu'ils ne se brisent avant de les déménager, car ils étaient affreusement fragiles. Il m'a montré tout ça. Il m'a dit: je pense que ce sont les chars que tu aimeras le plus. Et c'est vraiment ce que j'ai préféré. La nacelle était très belle. On voyait de chaque côté du siège des personnages au visage absolument magnifiques. Tout ce que je pouvais faire, c'était de les regarder en essayant de les identifier. Ce qui me semblait le plus romantique, c'était ce jeune enfant roi, dans son char magnifique, tout en or, traversant le désert à une vitesse folle. Tout cela captivait mon imagination. L'équipe de Carter se rendit compte rapidement que Toutankhamon reposait à l'intérieur d'une série de tombeaux richement décorés. Pendant 12 semaines, travaillant dans des conditions étouffantes, ils ont démonté le mausolée royal jusqu'à ce que finalement les portes du 4e et dernier tombeau s'ouvrent en grand. Nous allions être les témoins d'un spectacle que personne vivant à notre époque n'avait encore eu le privilège de voir. Le moment décisif était arrivé. Les portes s'ouvrirent lentement, et là, occupant tout l'espace, se trouvait un immense sarcophage jaune, intact, le couvercle toujours parfaitement en place, exactement comme il avait été posé jadis par des mains pieuses. Sur le couvercle, Carter découvre une inscription: que celui qui repose ici ne soit jamais outragé,
le fils de Ra, Toutankhamon. Le 12 février 1924, devant un autre groupe d'invités de haute personnalité, Carter est enfin prêt à soulever le lourd couvercle du sarcophage. J'ai donné le signal. Et dans un silence absolu, l'énorme couvercle pesant plus d'1 tonne quitta son assise. La lumière illumina le sarcophage. Le contenu était entièrement couvert d'un suaire en toile légère. L'effigie du jeune enfant roi remplissait tout l'intérieur du sarcophage. Ce que nous avions devant les yeux était si magnifique que nous en eûmes le souffle coupé. Ce qui aurait dû être l'instant suprême de son triomphe est au contraire le commencement d'une bataille qui forcera Howard Carter à quitter la vallée des rois. Au Caire, un nouveau gouvernement de nationalistes égyptiens estime que Toutankhamon est le symbole parfait de la majesté et de la puissance égyptienne. Lorsque Carter propose que les épouses de ses collègues, et non pas des officiels égyptiens, soient ensuite autorisées à visiter le tombeau, le gouvernement refuse. Carter est outré. Il cadenasse l'entrée du tombeau. Carter dicte une lettre ouverte aux autorités égyptiennes. Étant donné les restrictions insupportables et le manque de courtoisie du ministère des Travaux publics égyptien, tous mes confrères et moi-même refusons de poursuivre les recherches scientifiques dans le tombeau. Le gouvernement donne 48 heures à Carter pour remettre les clés du tombeau. Il refuse. L'échéance n'est pas respectée, les Égyptiens passent à l'action. Ils envoient des hommes en armes à son domicile. Pour accéder au sarcophage, les ministres devaient descendre dans le tombeau, en briser les cadenas et en prendre possession. Je crois me rappeler que Carter, énervé, a dû dire à mon père « Venez avec moi, je me sens vraiment déprimé et amer et je pense que c'est peut-être pour ce soir. » C'est extraordinaire que les Égyptiens aient pris l'initiative de faire intervenir l'armée pour récupérer les clés des cadenas des mains d'un petit homme sans défense, se tenant sur le pas de sa porte. C'est la première grève de l'archéologie et la plus grande erreur de Howard Carter. Il doit quitter l'Égypte, ignorant s'il pourra un jour contempler le visage de Toutankhamon. Sans enthousiasme, Carter accepte de donner des conférences en Amérique du Nord. La tournée lui apporte richesse et gloire, mais intérieurement, Carter est en proie à un sentiment mélange de confusion et de défaite. Une petite couronne de fleurs était posée sur le couvercle extérieur doré. Nous avions plaisir à penser qu'il s'agissait là du dernier adieu de l'enfant reine à son défunt mari. Je vais devoir me retirer, le cœur brisé, en renonçant à toute prétention sur la découverte de Toutankhamon et en renonçant également à toute autre recherche archéologique. Quelles que soient les disciplines artistiques, cinéma, musique, couture ou autre, le roi Toutankhamon est à la mode. La Toutankhamon manie est née. Carter retourne en Angleterre pendant l'été 1924. Pour l'exposition de Wembley qui vante les réalisations de l'Empire britannique, on recrée grandeur nature le tombeau de Toutankhamon, sans l'avis et l'accord de Carter. Carter tente d'engager des poursuites, puis abandonne. Le tombeau est devenu le centre d'intérêt principal de l'exposition. Dans la vallée des rois, le véritable tombeau reste fermé. Les Égyptiens eux-mêmes reconnaissent que seul Howard Carter est capable de poursuivre l'ouverture du cercueil sacré et d'en extraire la momie. Le sommeil du pharaon reste inviolé.
Mais bientôt, des événements dramatiques vont ramener Carter en Égypte, lui permettant de contempler le visage de Toutankhamon. Dans l'Égypte éternelle, la mort est le commencement du renouveau. Et maintenant, c'est la mort qui donne un renouveau à Howard Carter. En novembre 1924, la bombe d'un terroriste tue Sir Lee Stack, haut représentant britannique en Égypte. La Grande-Bretagne force le gouvernement nationaliste à démissionner et en installe un nouveau, plus ouvert à ses intérêts. Carter retourne dans la vallée en décembre. Mais les règles ont changé. À l'avenir, son travail sera contrôlé par des représentants officiels égyptiens. Le travail reprend dans la vallée des rois et pour Carter, le moment de vérité tant attendu approche. L'incroyable beauté de cette réalisation artistique continue de stupéfier Carter, alors que sont ouverts les uns après les autres les différents cercueils. C'était à la fois un moment d'anxiété et d'excitation. Il a été relativement facile d'ôter le couvercle, révélant un second cercueil à forme humaine magnifique, recouvert d'une gaze légère. Et sous cette gaze, par endroits, on pouvait apercevoir des morceaux de verre taillés, colorés, incrustés dans ce splendide cercueil doré. Nous pouvions maintenant admirer de nos propres yeux le plus bel exemple d'art funéraire de l'ancienne Égypte. C'était une représentation superbe du roi gisant. Les huiles rituelles utilisées par les prêtres pour oindre le corps du pharaon étaient devenues aussi dures que la pierre. Et même après qu'elles aient été fondues, le poids du cercueil déconcertait encore Carter, jusqu'à ce qu'il en découvre la raison. Le troisième cercueil était en or massif. Quelle richesse avait dû être ensevelie avec ces pharaons! Quel trésor était encore caché dans cette vallée! Pendant 30 ans, Howard Carter a rêvé de cet instant. À l'intérieur de ce cercueil en or, un autre trésor inattendu et de tous le plus magnifique. Le masque d'or couvrant le visage de la momie de Toutankhamon. En de tels moments, il est impossible d'exprimer ses émotions, tant elles sont complexes et profondes. Plus de 3000 ans s'étaient écoulés depuis que le dernier regard humain s'était posé sur ce cercueil. Le temps, mesuré à l'aune de la vie humaine, semblait perdre toute signification devant un tel spectacle, témoignage réel des rites religieux solennels d'une civilisation disparue. Plus de 150 joyaux éblouissants, presque tous en or, étaient disposés sur le corps du roi, précisément comme le décrit le livre égyptien des morts. Le jeune pharaon était enfin devant nous, un obscur et éphémère souverain qui cessait d'être l'ombre d'un nom et revenait, après plus de 3000 ans, dans le monde de la réalité et de l'histoire. Les quelques fragments de tissu décomposés, balayés par un pinceau en poil de zibeline, révélèrent le visage placide et serein d'un jeune homme. Ce visage aux traits harmonieux était celui d'une personne raffinée et cultivée. Le tombeau avait dévoilé son secret. Le message du passé nous était parvenu en dépit du poids du temps et de l'érosion des années. Seule une question se posait encore à Howard Carter. Pourquoi l'enfant roi était-il mort si jeune? Après avoir ôté le masque de son bien-aimé pharaon Toutankhamon, Howard Carter se demande comment est mort l'enfant roi. Dans le grand temple de Karnak se trouve une statue dont le visage ressemble étrangement à l'image du masque d'or de Toutankhamon. Mais le nom du roi
a été remplacé par celui de son successeur, afin d'occulter l'existence de ce roi dans la vie et la mort. Carter suspecte que le jeune monarque a été assassiné. Assassiné peut-être par le même prêtre qui l'avait béni dans son tombeau en or. Récemment, les rayons X ont révélé la présence d'un petit fragment d'os à l'intérieur du crâne du roi, preuve d'un meurtre éventuel. Il est possible que Toutankhamon ait été la dernière victime de la révolution monothéiste engendrée par son père, Akhenaton, et qu'il ait été tué par des prêtres impatients de restaurer l'ancienne religion. Les 7 années suivantes, Howard Carter va patiemment étudier et préserver les objets fabuleux contenus dans la tombe de Toutankhamon, les préparant pour être exposés au Grand Musée du Caire. Au cours de ces 30 dernières années, cette collection a parcouru l'Amérique, l'Europe, la Russie et le Japon, fascinant des millions de visiteurs avec les objets les plus extraordinaires du monde antique. En 1932, les recherches sont terminées. Carter reste en Égypte, racontant l'histoire de sa grande découverte aux touristes qui veulent bien l'écouter. Carter meurt en 1939, sans être reconnu. Il est déjà oublié de son vivant. Ce fut une fin ironique pour l'homme qui découvrit Toutankhamon, un pharaon mineur et longtemps oublié. Carter le ressuscita et partagea son sort. Mais aujourd'hui, parmi tous les grands pharaons d'Égypte, seul le nom de Toutankhamon résonne de l'écho du passé.